Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît, afin que nous puissions débuter sans plus tarder ce grand plateau consacré à la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE, levier de croissance et de solidarité. C'est le titre de notre rendez-vous. Nous allons tenter de le rendre très concret, ce rendez-vous, avec des illustrations, dépasser le constat de la nécessité de mettre de la RSE dans nos activités pour mesurer de quelle manière c'est possible de le faire et surtout quels résultats cela produit. Je vais tout de suite inviter par ordre alphabétique les participants à cette table ronde à venir à mes côtés. J'invite donc Alexandre Jay, vous êtes le directeur de la communication et des engagements sociétaux chez BPGO, Banque Populaire du Grand Ouest. Merci d'être avec nous. Laetitia Gourbeil, la déléguée générale de la Fondation SNCF qui est venue avec tout son staff. Vous avez raison de les applaudir. Voilà. Et ses équipes. Bonjour Laetitia. Frédéric Lerebourg, je ne l'oublie pas, vous êtes le directeur général de l'Obodi. C'est l'animateur de la commission RSE de Produits en Bretagne, un réseau que vous connaissez bien et qui s'est particulièrement engagé dans la RSE. On verra ça avec vous dans quelques instants. Laurent Roth nous fait l'amitié de sa présence, responsable du marché des ETI à la Banque Postale. Et enfin, c'est Jean-David Schwartz qui nous rejoint. Vous êtes le directeur général adjoint du groupe Rocher en charge de la transformation et de la RSE. Vous voyez que nous avons là véritablement des... Ah, il manque une table. Je vais vous laisser... Asseyez-vous, vous avez besoin d'être assis. Moi, je peux rester debout. Je vais prendre un peu de recul pour mieux vous voir. Voilà, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec vous, Jean-David, si vous me l'autorisez. Reprenez votre souffle pour vous demander, faire un petit retour sur image. Celles et ceux qui étaient avec nous l'année dernière lors de la première édition du Forum économique breton ont sans doute gardé en mémoire l'intervention de Brice Rocher, le président du groupe Rocher, qui nous expliquait comment son entreprise s'était engagée dans le statut d'entreprise à mission. C'était une intervention que beaucoup ont considérée comme inspirante. Et un an après, on a la chance de vous avoir, Jean-David, sur ce plateau. Et j'ai envie tout simplement de vous demander, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Depuis un an, qu'est-ce que ça a concrètement changé dans l'entreprise que d'avoir, j'allais dire, utilisé cette option offerte par la loi Pacte de juin 2019 de devenir entreprise à mission, avec une raison d'être et des engagements? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Bonjour à tous. Alors, il s'est passé plein de choses. C'est sûr, depuis 2 ans, suite au changement statutaire chez Groupe Rocher, le passage de société à mission. Le premier, il n'a pas l'air très glamour, si je peux vous dire comme ça, mais ça a été tout un travail de fond, en fait. C'est-à-dire, concrètement, une fois qu'on a mis des objectifs statutaires dans nos statuts, bon, bah, après, il faut les décliner, il faut donner vie à tout ça. Donc, ça a été toute une déclinaison des objectifs statutaires en objectifs opérationnels, en indicateurs, en suivi des deadlines. Alors ça, c'est pas très attractif comme ça, mais c'est essentiel. Indispensable. C'est indispensable parce que si on veut être crédible et si on veut faire en sorte que vraiment c'est du sens, cette raison d'être et cette société à mission, il faut pouvoir le déployer avec des choses très tangibles et concrètes qu'on puisse mesurer. Ça, c'est le premier point. La mesure est très importante. Ça y est, le dispositif est opérationnel? Le dispositif est opérationnel. Le comité, alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette gouvernance, mais il y a un comité de mission, il y a des parties prenantes, un OTI qui a audité notre rapport, qui a été publié. Vous pouvez le trouver en ligne sur le site du groupe Rocher pour voir un petit peu tous les engagements qui ont été pris. Mais de façon plus concrète, parce que je comprends que c'est un peu le thème de la journée, d'être concret, il y a plusieurs actions en fait, qui ont été mises en œuvre après ça, sachant que le groupe Rocher, comme vous savez peut-être, est engagé depuis très longtemps. Enfin, on n'a pas attendu la société à mission pour engager des initiatives dans ce domaine. J'en relèverai peut-être 2 ou 3. La première, la mission du groupe, c'est de reconnecter les hommes et les femmes et les hommes à la nature. Donc ça, c'est un peu la tagline, c'est un peu c'est votre raison d'être. C'est notre raison d'être, alors qui est plus large que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses derrière la raison d'être qui ne tient pas en une ligne. Il y a plein de choses derrière, mais globalement, on peut le résumer comme ça. Donc du coup, on a commencé à mettre en place, par exemple, une Nature Academy pour pouvoir former par cercle concentrique d'abord nos employés, puis nos parties prenantes, nos franchisés, nos magasins, etc., nos fournisseurs, par cercle concentrique comme ça, pour faire comprendre les enjeux, le pourquoi, avec une initiative assez intéressante que peut-être qu'on l'ouvrira au grand public, c'est un peu notre objectif dans quelques années, une marche qu'on appelle une marche profonde de reconnexion, qui est assez incroyable. C'est un exercice fascinant où vous allez marcher en forêt, en pleine nature. En forêt, en pleine nature. Vous faites 4-5 km et ces 4-5 km représentent le temps du temps du monde, en fait, depuis sa création
à aujourd'hui en fait. Et on voit que vous marchez pendant des kilomètres et des kilomètres, il n'y a pas encore d'hommes, il n'y a pas encore de pollution, il n'y a rien. La nature est là depuis Sur la des fin, années. c'est moins bien. Et à la fin, il reste 2 petits pas à faire et ça y est, on commence à avoir les soucis. Et donc en fait, c'est assez révélateur pour faire prendre conscience en fait des enjeux. Donc voilà, c'est un exemple parmi plein d'autres. Sachant que je finis juste là-dessus, c'est sûr que par rapport aux actions à mettre en œuvre et aux résultats attendus, malgré tout, parce qu'à la fin on veut des résultats, même si on commence à en avoir et on pourra y revenir sur l'engagement notamment des collaborateurs, avoir de l'impact, je pense que mes camarades le mentionneront aussi, ça prend du temps. Donc en fait, c'est vraiment un processus long. La famille Rocher, actionnaire, elle est dans le temps long. Finalement, sa première mission, c'est peut-être de transmettre à la génération future. De l'activité. Et donc l'idée, c'est au fur et à mesure d'ajuster les modèles d'affaires. Et tout ça prend du temps. Mais on travaille dessus aussi. Alors on y reviendra. Peut-être un mot d'actualité, Jean-David, sur la mission qui a été confiée à Brice Rocher et à laquelle je crois vous participez de manière très étroite par le gouvernement. Mission sur justement l'état des lieux des entreprises en France par rapport à cette problématique RSE. Vous devez rendre votre copie dans quelques semaines, je crois. Oui, mi-octobre. Donc l'idée, c'est un rapport qui a été sollicité par Olivier Grégoire sur un peu un état des lieux et une mise à jour finalement de la loi Pacte pour sa dimension justement raison d'être, société à mission, parce que dans la loi Pacte, il y a plein d'autres choses, mais ça en particulier. Donc on est en train de faire un peu le tour de la place pour comprendre les enjeux, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Voilà, donc c'est un gros travail. Voilà, on en saura un petit peu plus d'ici à la fin de l'année. Oui, tout à fait. Mi-août, enfin mi-octobre, avec un rapport qui sera public. On va essayer effectivement. Il y aura des surprises. Il y aura. Alors ce que je peux dire, c'est que on a eu cette discussion avec Brice Rocher il y a quelques jours. Je ne sais pas si pour certains qui connaissent un peu Brice Rocher ou au moins qui l'ont vu dans les médias. Il est cash, hein. C'est quelqu'un qui a ses convictions. C'est-à-dire, on n'est pas là pour avoir un espèce de consensus mou. Quand il veut quelque chose, il l'affirme, il le dit. Et donc l'objectif, ça sera pas d'avoir un espèce de consensus de place, d'un rapport administratif qui va plaire à tout le monde, mais d'avoir des convictions portées par un entrepreneur. Ça va vraiment être ça. Bon, ben on va guetter avec intérêt. J'imagine que tous et toutes dans cette salle, vous allez être, comme moi, attentifs à la publication de ce rapport. On entend là un grand groupe qui s'exprime. On pourrait penser qu'effectivement, quand on pense entreprise à mission, RSE, il faut tout un staff, il faut être câblé avec des moyens techniques et humains pour mettre en place toute cette démarche. Je me tourne vers vous, Frédéric, parce que vous êtes, je le disais en vous présentant, directeur général d'une entreprise qui fait du café équitable, qui s'appelle Lobodis, mais à ce titre-là, c'est une entreprise bretonne et vous faites partie du réseau Produits en Bretagne que tout le monde ici, je pense, connaît et qui a annoncé en début d'année la volonté très très marquée d'engager les membres de l'association, qui sont nombreux et dans différents secteurs, dans cette démarche-là, avec méthode et efficacité. Vous êtes animateur de la commission RSE de Bretagne, de Produits en Bretagne, et vous allez pouvoir nous expliquer comment ça s'est passé et surtout comment ça se déroule. Je crois que ça va vite aussi chez vous. Oui, ça va vite parce qu'on a la chance avec Produits en Bretagne d'avoir un réseau dynamique. Et quand on a proposé de s'engager et de se mettre en mouvement autour de la dynamique de la RSE, ça a été naturel pour beaucoup de membres de Produits en Bretagne. On rappelle les effectifs de Produits en Bretagne. 480 entreprises. Ouais, j'avais 450 et je savais que c'était en deçà de la vérité. 480. C'est en mouvement permanent, voilà. Et 480 entreprises aujourd'hui, avec tous les secteurs d'activité reconnus, intégrés dans le réseau, voilà, avec de l'alimentaire jusqu'au service, en passant par le transport, etc., etc. Donc alors tout le tissu économique breton. Vous irriguez la totalité et tous les territoires. Et vous avez choisi d'appeler cette démarche Bretagne 26 000. Alors c'est une référence explicite à la norme ISO 26 000 que l'on connaît bien, mais vous l'avez, j'allais dire, mis à la sauce bretonne, évidemment. Oui, bien évidemment, mais on a voulu rappeler aussi en même temps l'idée du cadre de référence que représentait la norme ISO 26000 et sur les 10 principes, les principes, les lignes directrices sur lesquelles notre démarche s'appuie. Alors, on a engagé les entreprises très concrètement dans un parcours qui va leur permettre soit d'initier, soit d'intensifier leur démarche sociétale
et de pouvoir leur permettre demain de l'intégrer totalement à leur stratégie, hein, si elles le décident. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez allé encore plus loin et que ça allait devenir, là aussi, une forme de norme. C'est-à-dire que cette exigence-là, cette décision d'y aller, il fallait qu'elle soit forte pour les futures adhésions. Oui, alors il y a d'abord... On va y aller par méthode, oui, vous avez raison. Il y a d'abord un parcours, et le parcours, il commence dès l'adhésion. Aujourd'hui, pour tout nouveau postulant à produit en Bretagne, on va s'assurer de son engagement et de sa sincérité à se mettre en mouvement autour de la responsabilité sociétale. Voilà, donc il y a plusieurs points aujourd'hui qui sont des points sine qua non à l'adhésion à produit en Bretagne. Ensuite, ce parcours obligatoire et non négociable va aussi s'adresser aux membres de Produits en Bretagne. Ceux qui sont là déjà. Qui sont là déjà. Et on va les amener à annuellement rendre compte, non seulement s'engager, mais rendre compte et progresser chaque année. Progresser collectivement, on va en parler. Comment rendre compte? Eh bien, au travers d'un rapport de progrès annuel que les entreprises bretonnes vont rédiger dans le cadre d'un cadre de référence que nous avons voulu unique, puisque pour représenter tout le tissu industriel, c'est-à-dire des entreprises très petites qui n'ont pas forcément les outils, les moyens en termes de communication pour créer des rapports, et puis bien sûr les entreprises leaders du monde économique breton. Donc ces rapports, on va les consulter. Et on va pouvoir les consulter. Voilà, ils vont être publiés, rendus publics sur le site de Produits en Bretagne. Et on a fait un premier tour, si vous voulez, cette année, en 2020. Un rapport 2020, chaque entreprise avait pour objectif de commencer à créer son premier rapport de progrès sur la période 2020 et le rendre au 30 juin 2021. Je ne rappelle à personne le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, ce n'était pas gagné. On a plus de la moitié des entreprises, près de 60% des entreprises de Produits en Bretagne qui ont rédigé le rapport, rempli le rapport. 100% voilà. D'ici la fin de l'année, c'est atteignable. Hein. Voilà, donc du coup, l'objectif que l'on s'est fixé de 100% en 2022 sur la période 2021, on va l'atteindre, j'en suis certain. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé justement pour Produire en Bretagne, cet engagement très fort qui a été pris? Vous disiez une adhésion, ça allait un petit peu comme une évidence? Alors, oui, c'est une évidence, mais une évidence qu'il a fallu provoquer un petit peu parce qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension. Moi, personnellement, je ne connais pas d'entreprise qui n'ait pas de bonnes pratiques, mais peut-être qu'elle n'en est pas consciente encore tellement. Donc, l'idée de travailler autour de ce rapport de progrès, c'est aussi l'idée de prendre un petit peu de recul sur son activité, sur ses pratiques, et de se mettre en mouvement. D'abord, identifier là où on n'est pas si mauvais que ça, et puis peut-être se poser des problématiques, commencer à rédiger des politiques et commencer à planifier les choses dans le temps. Voilà. Et c'est tout, pour générer tout cela que nous avons, de façon un petit peu obligatoire, incité chaque entreprise à se mettre en mouvement au travers de ce rapport de progrès. Et on a bien une idée, je pense à notre titre de cette table ronde, levier de croissance et de solidarité. On parlera de solidarité tout à l'heure. Et là, la croissance, c'est au cœur de votre démarche pour les adhérents de Produits en Bretagne. Voilà. Et pour les entreprises qui le souhaitent, pour aller encore plus loin, on a défini un référentiel qui s'appelle donc Bretagne 26 000. Et ce référentiel permet aux entreprises de s'inscrire dans un parcours de labellisation qui va leur permettre demain de pouvoir faire valoir au travers d'un label tous les efforts et tous les engagements. Je pense le premier label RSE territorialisé, parce que dans les principes que nous avons définis au travers de ce label, bien sûr, l'implication sur son territoire est au cœur du sujet. Voilà, peut-être plus fort que dans certains. C'est l'un des 5 piliers de la RSE. Vous les connaissez par cœur, on peut les rappeler. Il y a l'économie, il y a la gouvernance, il y a l'emploi, il y a l'environnement, bien sûr, et il y a le territoire. Et ce pilier-là, il est important pour vous.
Voilà, et ça permet aussi, je rappelle que c'est un référentiel qui va valider une démarche d'entreprise et qui va donc labelliser une entreprise. Donc c'est intéressant aussi par rapport à beaucoup d'entreprises de services qui ont besoin aujourd'hui de mettre en avant leur démarche, leurs pratiques et qui ont du mal peut-être à le faire savoir. Voilà, le savoir-faire et le faire savoir. J'ai envie de vous faire réagir. Je vous voyais très attentif à l'intervention de Frédéric. Laurent Roth, vous êtes responsable du marché ETI, les entreprises de taille intermédiaire de la Banque Postale. Vous êtes au siège à Paris, vous écoutez cette intervention, peut-être la découvrez-vous. C'est intéressant de voir des entreprises de différentes tailles, parce que ce qu'a dit Frédéric, c'est qu'il y a effectivement des PME, il y a des ETI très belles aussi dans le réseau. Vous avez toute une diversité d'acteurs. Ça va dans le bon sens, des initiatives comme ça pour vous. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à la Banque Postale, dans ce domaine, à l'égard de cette clientèle-là? Tout d'abord, merci de nous avoir invités sur ce plateau. Effectivement, moi, quand j'écoute Frédéric, je bois du petit lait. Je bois du petit lait parce que on est convaincu à la Banque Postale que les clients entreprises ou collectivités avec lesquelles on travaille sur le volet personne morale, elles attendent des solutions qui soient robustes. Des solutions qui soient robustes et dont on peut mesurer l'impact. Et j'entends à travers ça une démarche très engagée de mesures, de normes et de contrôle de cohérence dans la durée des engagements qui sont menés. Et ça, c'est complètement en phase avec ce qu'on essaie de mettre en place au sein de la Banque Postale, avec des solutions qui sont mesurables dans le temps. On pourra en reparler, des financements comme le prêt vert qui viennent s'adosser à la taxonomie verte européenne. On a beaucoup parlé hier déjà de cette taxonomie, vous étiez là également. Vaste sujet complexe, qui est complexe et qui permet justement d'adosser et donner du corps au sujet. Et ça, c'est effectivement très, très important. Vous avez aussi, alors c'est un point commun que vous partagez avec beaucoup autour de cette table et avec votre voisin de droite dont l'entreprise sera entreprise à mission dans quelques semaines. Vous, c'est 2022, la Banque Postale. Exactement. On deviendra entreprise. On a publié notre raison d'être cette année et on deviendra entreprise à mission à partir de 2022. Et à l'image de ce que disait Jean-David à l'instant, on n'a pas attendu de se mettre dans cette démarche-là pour engager des choses. Je pense que la RSE, elle est dans l'ADN de la banque et dans le cœur du modèle d'affaires et du plan stratégique de la Banque Postale, avec deux grandes priorités d'action. La première, c'est l'inclusion, qui est l'ADN historique de la banque, avec une mission d'accessibilité bancaire universelle pour tous. Et puis le deuxième pilier, c'est la finance durable, dont je parlais à l'instant, les prêts verts. Avec des véhicules dédiés. Avec des véhicules dédiés, tout à fait. Donc on est très engagé sur ces sujets. Et donc, par rapport à la problématique de croissance économique, il y a le volet solidarité que vous venez d'évoquer, croissance aussi, croissance durable, avec un fléchage des moyens financiers vers des pratiques plus vertueuses, la décarbonation économique. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que quand on regarde le titre de ce moment de partage ensemble, moi, je voudrais presque dire que la RSE, c'est pas un levier de croissance. C'est une condition sine qua non à la croissance aujourd'hui. On le voit dans beaucoup de choses, une réglementation qui est de plus en plus exigeante en la matière, et puis un écosystème des parties prenantes, que ce soit les salariés, les clients, les fournisseurs, qui ont des envies et des exigences en matière de RSE et qui sont très, très importantes. Moi, j'ai eu le plaisir il y a quelques temps de participer au Climate Finance Day à Paris, et j'ai été marqué par une association étudiante. Alors, je ne vais pas faire de la pub maintenant pour cette association, mais elle s'appelle le Manifeste pour un réveil écologique. Vous en avez peut-être entendu parler. Ouais. C'est pas une petite association qui organise les soirées du bureau des élèves, même si c'est aussi des associations importantes. Elle compte 32 000 étudiants. Et ces étudiants-là, ils posent des vraies questions à leurs employeurs de demain. Ce sont des activistes, au bon sens du terme. Exactement. Et ils interrogent, et ils nous interrogent, nous, la Banque Postale, en tant que futur employeur, sur notre démarche. Et on voit aujourd'hui que c'est des véritables choix de carrière aussi qui s'engagent dans ce. Il y a des endroits où on n'ira plus travailler si certains critères ne sont pas remplis et certaines exigences. Vous connaissez ça, la marque employeur, c'est devenu un critère essentiel. Et je sais que chacun et chacune travaille dans cette direction-là. Vous parliez à l'instant d'inclusion. C'est un terme, je sais, Laetitia Gourbeil, qui vous est cher également. Je le disais, vous êtes la déléguée générale de la Fondation SNCF. Donc le groupe SNCF héberge une fondation dont l'objectif est effectivement de soutenir financièrement des actions en faveur de l'insertion, de l'inclusion. Vous pouvez nous expliquer comment ça se décline? Vous êtes la
responsable nationale. Il y a des relais en région, hein, certains sont dans la salle, et du coup, il y a des choses très concrètes là aussi qui se mettent en œuvre avec cette grille de lecture RSE. Oui, absolument. Déjà, la Fondation SNCF, donc, c'est un acteur d'intérêt général et donc, par définition, nous faisons notre part, en tout cas une part de la politique et de la stratégie RSE du groupe SNCF, en œuvrant avec nos partenaires associatifs, en effet, à l'insertion des jeunes dans la société pour construire avec eux un avenir durable. Et tout ce que vous avez dit résonne énormément. Alors effectivement, concrètement, parce que nous finançons, mais j'allais dire, avant de financer, nous allons vers et nous faisons connaissance et nous tissons des liens. C'est des histoires de rencontres humaines. Exactement, voilà. Et c'est avant tout et d'abord des histoires de rencontres avec voilà, des acteurs sur le terrain, donc associatifs ou autres organismes d'intérêt général, avec lesquels d'abord on se reconnaît dans nos ADN, nos valeurs, des missions que nous portons et que finalement nous portons ensemble. Et à partir de là, se tissent des relations et une envie de construire un projet ensemble et du coup de le soutenir financièrement d'une part, mais aussi grâce aux compétences de nos collaborateurs. Le mécénat de compétences, voilà, c'est ça. On a des collaborateurs très engagés dans le groupe et un mécénat de compétences assez déployé. Vous avez des exemples à nous partager, peut-être sans doute trop pour pouvoir tous les citer. Mais... Oui, mais alors là, j'en ai juste un sous le nez, là, avec Entreprendre pour apprendre, donc, qui est une association, un réseau national, hein, donc, que la Fondation SNCF connaît bien déjà. Et nous venons de signer, grâce à Sylvie Mousset et à Laurent Beaucaire, donc, de SNCF Bretagne, un beau partenariat qui va nous amener durant 3 ans à tricoter ensemble, si je puis dire, sur les bases d'un projet associatif qui est vraiment déjà très mûr, très ancré dans le territoire breton, mais aussi au niveau de sa pédagogie et de l'accompagnement de jeunes. Alors pour être synthétique, mais vous me reprendrez si besoin, voilà, Entreprendre pour apprendre propose à des jeunes qui sont plutôt éloignés des réseaux d'entreprises, qui souvent ne trouvent pas de stage, par exemple en troisième, ou même voilà, ou au lycée, ou même étudiants. Et donc c'est ce qu'on veut développer avec eux particulièrement, et avec des jeunes aussi un peu éloignés de l'emploi, eh bien, de leur permettre collectivement, donc c'est des petits groupes, donc intéressant aussi de travailler non pas tout seul dans son coin en stage, mais ensemble, à découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat, à monter un projet autour d'une mission, et à se découvrir en fait dans ses talents, dans ses compétences, et puis du coup ouvrir ensuite le champ des possibles sur son territoire, bien sûr, puisque dans cette démarche, eh bien, Entreprendre pour apprendre invite les entreprises à entrer dans l'école et à venir à la rencontre de ces jeunes et à les accompagner. Donc évidemment, la SNCF en sera aussi partie prenante et le fait déjà. Mais voilà, il y a c'est tout ce tissage qui est intéressant. À vous écouter, Laetitia Gourbeil, j'ai l'impression que c'est vraiment gagnant-gagnant cet échange. Que à la fois, évidemment, vous apportez des moyens humains et financiers à ces activités soutenues, mais il y a de la réciprocité. C'est-à-dire que vos collaborateurs et collaboratrices qui s'engagent dans ces aventures-là, j'allais dire, n'en sortent pas indemnes. Ah oui, absolument. Alors, on le fait effectivement pas forcément pour ça, mais c'est vrai que le retour en termes de valorisation, en termes de fierté aussi, hein, de ce que peut porter le groupe SNCF auprès voilà, de certains types de publics ou dans les territoires, puisque alors, pour la petite histoire, 60% des finances de la fondation vont dans les territoires français. Voilà, on est vraiment sur des mécénats qui font sens sur un territoire et qui vont effectivement marquer de son impact. Là aussi. Exactement. Hein. Et c'est vraiment on ce que nous cherchons. On ne fait pas partout la même chose. Oui, absolument. Encore une fois, nous partageons des valeurs, une mission, une vision. Et ensuite, chacun œuvre en fonction des caractéristiques de son territoire, de ses partenaires, monte des projets qui fera sens là où ils seront. Alors justement, tout ce que vous dites là, j'imagine, résonne aussi aux oreilles de votre voisin Alexandre Jay, directeur de la communication et des transitions sociétales, des engagements sociétaux. Les engagements sociétaux chez BPGO. Là aussi, chez vous, cette dimension de l'engagement de la Fondation est bien présente à travers des véhicules dédiés. Et puis au-delà de ça, il y a toute une démarche que vous proposez à vos collaborateurs hein, pour s'impliquer. Pour moi, il y a 2 clés au niveau de la RSE. Alors nous, on est Banque Populaire Grand Ouest, donc c'est une ETI de 3000 collaborateurs sur le Grand Ouest. Il y a d'abord la sincérité. Donc, pour être sincère, il faut être concret, il faut le montrer.
Banque Populaire Grand Ouest, on est labellisé Lucie depuis 10 ans et on est membre des dirigeants responsables de l'Ouest qui mettent la RSE, qui considèrent la RSE comme un levier de performance globale. Donc depuis 2 ans, en 2019, on s'est engagé à réduire nos gaz à effet de serre de 50% à horizon 2030. Ça, c'est concret. Alors, c'est concret, oui et non. Ça veut dire qu'on l'affirme, on mais le faut le dit, mesurer. maintenant, Ça, faut on le faire. retrouve ce que nous Voilà, disait il faut le Jean-David mesurer sur et les après, il faut le indicateurs. faire. Et ça, c'est notre paire de manches. Et quand on commence à regarder, à creuser un petit peu pour dire comment est-ce qu'on va y arriver, là, ça devient très complexe. Et on se dit qu'on n'y arrivera pas seul avec le comité de direction générale. Et donc, pour ça, on s'est dit, on va inclure l'ensemble de nos collaborateurs dans cette démarche et l'ensemble de nos sociétaires. On est une banque coopérative, on est détenu par 350 000 sociétaires, 100% du capital, et on est donc 3 000 collaborateurs. Et on s'est dit, on va lancer une démarche pour que les gens qui ont envie viennent travailler sur le sujet de la réduction des gaz à effet de serre. Ils ont levé la main. Ils ont levé la main, donc 150 collaborateurs se sont investis pour travailler sur le sujet. On aura autorisé à s'absenter de leur poste de travail 2 jours par mois pour travailler sur le sujet, tout collaborateur qui en avait envie. Et à partir de là, on a mis en place une organisation libre avec un pilote par chantier, donc sur la transition énergétique, la transition alimentaire, sur la sensibilisation aussi des Vous avez collaborateurs. des restaurants d'entreprise aussi. On a les c'est ça, restaurants hein, d'entreprise, donc là il y a aussi un enjeu fort sur tout ce qui est viande rouge, sur tout ce qui est local, sur tout ce qui est bio. Donc là, ça sera dans nos prochains appels d'offres de travailler là-dessus. On travaille aussi sur nos offres bancaires, évidemment. On travaille sur un peu tout. Et ce qui est important, c'est que ce soit les collaborateurs qui le portent. Et à partir du moment où ils le portent, où on se met d'accord sur un sujet, et derrière, on le présente au comité de direction générale, et avec le budget dédié, on avance. Donc là, par exemple, on a mis en place le coworking inter-entreprise. C'est de se dire, entre partenaires sur le territoire, donc là c'est autour de Nantes, Ne traversons pas la ville. ne traversons pas le pont de Chevirey, qui est un Voilà, pont ça, c'est un très bon bouché. Allons chez le partenaire. Donc là, c'est les DRO, les dirigeants responsables de l'Ouest. C'est 120 entreprises autour du bassin nantais. Et donc, on peut, avec une application, réserver un espace chez un copain. C'est le Ouest du de la coin. RSE, c'est ça, c'est le... Voilà, ouais, exactement. On sait comment Exactement. naviguer. Pour... Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est très concret. Et les gens se sentent impliqués, sont fiers de faire ça. Ouais. La fierté Il y a d'appartenance. une vraie fierté d'appartenance, il y a une vraie satisfaction et il y a une cohérence entre nos convictions personnelles et ce que propose l'entreprise. Et il y a un engagement fort d'accepter de prendre du temps pour ça. Donc c'est évidemment en transparence, on signe un pacte avec le manager, avec la direction générale, avec la direction RSE, et derrière on autorise les gens en autonomie à travailler sur ces sujets-là. Alors vous qui êtes dans l'univers bancaire, c'est une question qui vaut aussi pour Laurent. Vous savez qu'on parle de plus en plus d'indicateurs de performance extra-financière pour mesurer les activités économiques. Vous êtes en train aussi de plancher là-dessus, je crois, pour associer la performance de l'entreprise et donc ce qui en découle naturellement dans une entreprise, l'intéressement, la participation, à la mesure de ces objectifs qui ne sont pas directement liés à l'EBITDA ou au revenu net bancaire. Tout à fait. Alors nous, on a la chance d'avoir un intéressement, une participation chaque année qui est liée aux résultats de l'entreprise. Et donc là, on a revu les indicateurs. Et dans ces indicateurs, on a mis des sujets RSE. On a mis notamment les sujets de mixité, où on souhaite que le taux d'encadrement des femmes soit proportionnel au nombre de femmes dans l'entreprise. Il faudrait qu'on fasse ça au FEB aussi. Hein. Non, mais ce sont des vrais sujets. Pour l'année prochaine. On a mis aussi un levier sur tout ce qui est produits financiers responsables pour que ce soit quelque chose qui soit piloté et en croissance. Alors, c'est un sujet qui aujourd'hui parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas un entretien avec un client où on ne parle pas de transition et on ne parle pas de ces sujets-là. Donc ça devient naturel. L'avantage que nous, on a, c'est que ça fait 10 ans qu'on y travaille. Et l'autre avantage, c'est qu'on est dans le Grand Ouest. Et que le Grand Ouest, ce sont des entreprises qui sont vraiment, je pense, parce que j'ai un peu travaillé ailleurs, qui est très en avance sur les sujets de transition. Il y a un terreau fertile. Hein, il y a un terreau très fertile. Et sur lequel on peut s'appuyer justement pour lancer des initiatives telles que celles que vous évoquez. Et c'est un vrai sujet en plus collectif. C'est-à-dire qu'on travaille, c'est ce que vous disiez, hein, avec les partenaires, les fournisseurs. Le sujet des achats responsables, c'est un des premiers critères dans le bilan carbone. Les achats, pour nous, ça représente 45% de notre bilan carbone. Donc on a besoin de travailler pour l'achat local, pour l'achat avec des entreprises qui elles-mêmes sont labellisées, elles-mêmes sont responsables. Alors ça va prendre on n'y arrivera pas tout seul. C'est ça, pas tout seul et pas tout de suite, mais c'est quelque chose qu'il hein. va falloir, oui, pas tarder quand même, et puis observer effectivement dans la durée. Ça me donne envie de me retourner à nouveau vers vous, Jean-David Schwartz, pour voir comment les choses se passent dans un groupe comme le vôtre, avec, on le sait, des marques différentes. Il y a la marque de cosmétiques Yves Rocher que peut-être on connaît particulièrement bien, il y en a d'autres, et on se dit, mais finalement, c'est très bien, il y a des engagements sociétaux, le bilan carbone, le respect de la nature, l'impact, mais vous faites des produits dans des emballages en plastique, il y a des petits contenus, etc. Ça doit quand même chatouiller un petit peu, non ? Comment vous allez concilier ça et à quoi vous pensez pour la suite ?
Oui, c'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet, c'est le cœur de la question. Parce que le groupe Rocher est engagé depuis des années, hein, c'est sûr, sur différents sujets. On a des représentants ici de notre écosystème de l'Agaci. Merci Lionel et Auguste d'être là aujourd'hui. Mais c'est engagé, mais en même temps, il faut faire face, je dis faire face parce que c'est vraiment ça, on ne va pas se mentir, à un historique. Un modèle d'affaires historique qui, pour certaines de ces pratiques commerciales, certaines de ces pratiques produits, sont pas forcément alignées avec effectivement la raison d'être. Et en fait, dans la tête du groupe Rocher, et de Brice en particulier, la raison d'être est vraiment une corde de rappel, le garde-fou pour le futur, que chaque nouvelle décision ou chaque développement qu'on va faire va être aligné avec vraiment ce qu'on veut, où on veut aller, et, comme une boussole, quoi. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une transition. C'est probablement le plus difficile, le plus complexe, le plus coûteux, parce que derrière aussi, il y a des enjeux économiques, hein. Il faut quand même concilier performance économique et contribution sociétale. Ça, c'est assez clair aussi pour nous. L'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. C'est la survie de l'entreprise. Je vais citer Brice Rocher, je le fais un peu trop, mais là je vais quand même le citer parce que c'est quand même assez impactant. Il dit la première mission de la boîte, c'est pas de couler sa boîte. Je pense que c'est à peu près clair. Donc l'idée, c'est que si à la fin du mois, on n'est pas capable de payer son loyer et les personnes qui travaillent pour l'entreprise, il n'y a plus de mission, il n'y a plus d'impact. Donc la performance économique, forcément, il faut y faire très attention. Cela étant dit, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu des petits pas très concrets. Je vais prendre un exemple. On a lancé avant l'été notre premier shampoing solide. Alors je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes déjà allé dans une boutique Yves Rocher, j'imagine. Il y a plein de gel douche, il y a plein de shampoings, il y a des crèmes, etc. Mais on a lancé pour la première fois notre premier shampoing solide. Sans eau. Sans eau, donc un pain en fait, savon qui, je vous le conseille d'ailleurs, qui marche très très bien. Bon, ça fait pas repousser les cheveux, hein, mais... Non. Mais il y a une dizaine d'années, j'étais le premier à dire ouais, bon, la technologie était moyenne, etc. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de progrès faits. Et aujourd'hui, sincèrement, l'expérience client, si on peut l'appeler comme ça, elle est parfaite, même si elle ne fait pas repousser les cheveux. Bon. En tout cas, ce qu'on a, c'est un nouveau marché pour nous, on ne savait pas trop. C'est un impact, hein, ça. Ouais, nos clients sont un peu, pas forcément, je ne sais pas, on ne savait pas trop. Hein. Donc on a produit 100 000 unités en se disant on va en avoir pour 6 mois, etc. Au bout de 3 semaines, il n'y en avait plus. Donc on a tout vidé. Donc il y a, pour revenir sur ce qui avait été dit, je pense que la RSE n'est pas un levier, c'est quasiment devenu le levier de croissance, ou vraiment dans le top 1 ou 2 des leviers de croissance aujourd'hui. Parce que derrière cet exemple, si on poursuit encore un petit peu plus loin, ça peut avoir un impact considérable sur l'organisation même de vos lieux, de vos boutiques et vos lieux de commercialisation. Ça a un impact énorme. Alors un impact sur nos externalités négatives, hein, pour reprendre un terme technique, c'est sûr, hein, donc moins de plastique, moins de carbone, parce que vous savez bien que dans un produit d'hygiène, notamment les shampoings, c'est surtout de l'eau, hein, qu'on transporte. Vous regardez la formule, c'est comme ça. Donc ça, partout, c'est nous et les autres. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Yves Rocher. Mais globalement, tout ça a un impact carbone. Donc bon, ça déjà, c'est déjà un grand pas de fait. Mais après, c'est toute la transformation du business derrière, parce que forcément dans les boutiques, vous l'avez cité, le merchandising, un pain de savon, ça prend quand même moins de place qu'une bouteille de shampoing. Donc du coup, on le remplace comment? Qu'est-ce qu'on met à la place? Donc du coup, ça phosphore. Qu'est-ce qu'on met à la place d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on met à la place? On pourrait peut-être ouvrir sur d'autres produits, voire services qui sont liés à notre raison d'être, plus alignés. Donc c'est comme ça que les modèles d'affaires se transforment au fur et à mesure. Et donc demain, les boutiques Yves Rocher ou après-demain présenteront des produits que l'on n'y trouve pas encore aujourd'hui? Eh bien oui, pourquoi pas, tout à fait. Et qui va même au-delà de ça, c'est-à-dire que derrière, du coup, ça change aussi la façon dont l'outil industriel est designé. C'est-à-dire que les gens qui produisent aujourd'hui un certain nombre de produits, on va en produire d'autres ou de manière différente. Donc tout ça est très vertueux en fait. Ça prend du temps, comme je l'ai dit. Mais voilà, nous, on croit à une certaine forme d'opinion. Vos clients sont prêts, vos clientes d'ailleurs souvent sont prêtes à ce changement, elles vous le demandent. Est-ce qu'elles vont se passer de recevoir une petite lettre pour leur fête ou leur anniversaire dans leur courrier avec des bons à gratter? Alors, c'est pas sûr. Parce que ça, le bilan carbone n'est pas top non plus. Non, mais... Vous taquinez un petit peu, hein, Jean-David. Non, mais c'est correct.
C'est parce que j'ai passé 6 ans au Québec, alors on dit c'est correct. Je sais pas si c'est un petit peu un reste qui me reste là. C'est pas mal. Oui, les clients sont. Je pense que les clients aujourd'hui sont engagés, c'est eux qui le demandent. Donc il y a forcément. Alors je vais vous citer une chose qui va répondre un peu à votre question. Vous savez, on fait des enquêtes d'image de la marque assez régulièrement dans tous les pays, etc. Et puis dans ces enquêtes d'image, il y a différents critères. Le prix, le rapport qualité-prix, l'engagement, la facilité d'usage, la qualité, enfin bon, il y a tout un tas de critères. On a vu un critère qui a explosé en très peu de temps, 2-3 ans, je parle, qu'on n'avait jamais eu. C'est nos services études qui nous disent qu'on n'a jamais eu ça. Moi, je ne suis pas aussi spécialiste qu'eux, mais un critère qui est passé, vous savez, du rang 12e préoccupation au 2e préoccupation pour les clients, c'est comment la marque m'engage à faire mieux et des efforts pour l'environnement, etc. Donc comment nous, en termes de marque, on peut l'aider, lui montrer, l'engager dans ce processus-là. C'était un critère qui était au fond de la cave il y a encore 2 ans et qui est devenu numéro 2 après la qualité du produit, qui reste la numéro 1. Merci pour cet exemple. Là, je crois qu'on touche du doigt des exemples très concrets, très pratiques du passage d'un engagement à une réalité industrielle, marketing. Alors, il y a des règles internationales que vous connaissez bien, j'imagine, dans cette salle, qui sont les fameux ODD, les Objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y en a 17. C'est quelque chose qui est souvent présenté comme un référentiel dont on aurait intérêt à s'inspirer. Je sais que chez vous, à la Banque Postale, Laurent Roth, vous avez cette préoccupation et ce focus sur les ODD. Oui, tout à fait. Les objectifs de développement durable de l'ONU, effectivement, il y en a 17. On est loin d'être les seuls à en avoir focusé quelques-uns. On n'est pas obligé de toutes les prendre. Parce que on en a 5 sur lesquels on met vraiment un coup d'accélérateur. Et je dirais, on n'est pas les seuls. Il y a plusieurs milliers d'entreprises. Il n'y a pas que des institutions financières, des PME, des ETI qui sont signataires du pacte mondial des Nations Unies qui suivent ces ODD. Nous, on en suit 5 dans lesquels on va retrouver les sujets de transition énergétique, de lutte contre le changement climatique, de bien-être et de santé. Et c'est effectivement, je pense, très important d'avoir ce référentiel commun. On parlait de la taxonomie tout à l'heure. Et de s'adresser, nous, en tant que banque, on s'adresse au marché, donc on s'adresse à nos clients entreprises pour les collectivités ou particuliers pour les financer. Et puis de l'autre côté, il faut qu'on trouve des ressources qu'on lève notamment sur les marchés financiers. Et quand on s'adresse au marché avec une émission obligataire verte dans laquelle on s'engage à affecter les fonds à des sujets qui sont en ligne avec les ODD, on le voit, et ce n'est pas que la Banque Postale. L'Espagne a fait un green bond il y a quelques jours. Elle a essayé de lever 5 milliards. Elle a reçu un cahier d'ordre pour 60 milliards. Et donc ça, c'est vrai, en fait, pour beaucoup que ce soit des corporates ou des institutions, il y a un engouement très, très fort. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est une excellente nouvelle. Il y a un engouement très, très fort des investisseurs et donc, du coup, aussi un coût. Et je rejoins ce qui a été dit sur la jonction entre le financier et l'extra-financier, un coût d'accès au marché qui est plus faible. Et donc nous, quand on se finance sur les marchés avec un green bond, ça nous coûte un tout petit peu moins cher et ce bonus de liquidité, on le rétrocède à nos clients dans le cadre des prêts verts dont je parlais tout à l'heure. Donc on le voit, il y a une véritable chaîne vertueuse qui s'enclenche et on n'est pas uniquement dans de la plaquette avec le de belles greenwashing couleurs. dont on entend trop souvent parler. Tout à fait. Là, il faut être concret. Cette référentiel, Frédéric Le Rebourg, ce référentiel avec les ODD, ça parle aussi aux membres du réseau de produits en Bretagne. Je crois que vous êtes allés voir de très près ces choses-là. Oui, absolument. Alors, l'objectif, si je peux me permettre, il y a plusieurs niveaux en fait. On a et le dernier niveau, c'est le niveau planétaire. C'est celui qui nous concerne tous, voilà, et qui sont les objectifs du développement durable. Maintenant, on a aussi intégré au niveau de produits en Bretagne les objectifs de la BRESCOP qui avaient été définis par la BRESCOP il y a quelques années. La BRESCOP qui était cette vaste consultation de toutes les parties prenantes économiques sous l'égide de la région Bretagne. Voilà, pour définir, un horizon 2040 pour la Bretagne responsable, durable. Voilà. Il y avait des choses dites, effectivement. Il y avait des choses très intéressantes, donc on s'en est inspiré, bien évidemment. Mais c'est vrai que l'idée de l'intérêt général, et parce que c'est ça, en fait, moi,
moi, me semble-t-il, est très important. Et c'est ce qu'on essaie d'animer au niveau de Prodi en Bretagne, c'est-à-dire en se réunissant, en échangeant dans le réseau, Partage de bonnes en pratiques. partageant, etc. Et de ça, finalement, l'intérêt général émerge de façon très concrète au niveau local, au niveau de la région, tout en se donnant un petit peu de hauteur ensuite pour dire on contribue aussi aux objectifs du développement durable et aux objectifs planétaires. Hein, parce que la notion de limite planétaire, elle est désormais connue de tous, enfin je l'espère, et il faut qu'on y travaille ensemble. Hein. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pour contribuer finalement à cela. Hein. C'est bien de le rappeler. Voilà. C'est bien de le rappeler. Merci. Cette notion justement de faire ensemble, de partager les bonnes pratiques, j'imagine qu'à l'échelle de la Fondation SNCF, vous avez là des capteurs un petit peu partout, formidables, pour peut-être recenser dans les différents endroits où vous intervenez des bonnes pratiques, des bonnes initiatives. Vous en avez cité une qui est intéressante avec Entreprendre pour apprendre. Il y en a d'autres. Et est-ce que sous votre égide, on pourrait imaginer demain des mutualisations, des rencontres, des mises en correspondance? Le jeu de mots est facile quand on travaille à la SNCF. Oui, tout à fait. Alors, la Fondation s'y est déjà employée dans les années précédentes, mais très clairement, l'ambition de ces 5 ans, c'est vraiment d'aller de plus en plus vers du co. Alors, on a beau, voilà, ce mot est à la mode, la co-construction, mais Le co est essentiel. Pour nous, ça n'est pas un vain mot, puisque, comme je le disais, hein, c'est d'abord partager une vision et puis ensuite faire la route ensemble. Et très concrètement, c'est ce que nous faisons d'ores et déjà dans les territoires, en rassemblant des partenaires associatifs que nous connaissons, nous, mais peut-être pas, ni ne se connaissent pas entre eux. Et donc, comment on peut mailler en effet des acteurs pour, là encore, gagner en impact. Et la démarche que nous allons engager à partir de ce mois de septembre va encore plus loin, puisque au regard de la mission qui est la nôtre, donc accompagner les jeunes dans leur insertion de vie et leur insertion dans la société, eh bien, nous avons l'ambition en fait d'abord d'aller les écouter, parce que finalement, plutôt que de se dire on va faire pour eux, faut pas que ça soit éventuellement descendant. avec eux, voilà, on va réunir. Donc, on est en train de construire ça à la fois au niveau national et bientôt au niveau régional. Un copartenariat avec donc des acteurs associatifs, probablement aussi avec d'autres fondations, peut-être d'entreprises, avec des jeunes. Et donc l'idée, c'est ensuite de constituer des collectifs de jeunes émanant des associations que nous accompagnons, émanant aussi de la SNCF parce qu'on a des jeunes embauchés, etc., etc. Et donc d'aller à l'écoute de ces collectifs par une dynamique participative, leur demander finalement, voilà, on est une fondation d'entreprise, on a un certain budget, on monte des projets avec des associations, a priori de qui vous concerne, de quoi auriez-vous envie ? De quoi rêvez-vous? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui n'existe pas? Qu'est-ce que vous voudriez inventer? Et pouvoir y répondre ensuite, hein, Et évidemment. alors, Élaborer des solutions concrètes pour y ensemble, répondre. mais ce sera avec eux, et y compris dans la gouvernance de la Fondation. À suivre donc, hein. On Absolument. sera attentif à ça. Ouais, il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais quand même justement, en prolongement avec vous, Alexandre, peut-être évoquer des initiatives qui se passent là aussi, ici et maintenant, à travers le fonds de dotation qui existe chez vous et on parle de levier. Il y a un sacré levier hein, dans ce fonds de dotation pour accompagner des projets et avec une dimension solidaire. Expliquez-nous peut-être en quelques mots. On a un mots. pôle mécénat au sein de Banque Populaire Grand Ouest. Donc on est doté de 800 000 € par an pour accompagner les associations d'intérêt général du territoire. Et il y a 2 ans, une collaboratrice a eu une idée, donc on l'a poussée dans cette démarche intrapreneuriale de proposer un fonds de dotation qui a pour but d'aller chercher des dons du grand public. Donc pour une banque, c'est assez atypique d'aller chercher des dons. Sauf que la particularité de ce fonds de dotation, c'est qu'on s'associe à un partenaire, souvent une entreprise. Donc ça pourrait être l'Obodis, ça pourrait être, alors c'est souvent des entreprises locales, qui elles-mêmes abonde également, et nous on abonde avec notre fondation. C'est-à-dire que quand on arrive à capter 10 € du grand public, nous on apporte aussi 10 € et le partenaire entreprise met aussi 10 €. Ce qui fait que c'est un effet de levier de x3 qui en plus est déductible fiscalement. Et donc derrière, ça permet très concrètement, on a un compteur sur le site, de voir de combien on arrive à capter. Donc là on est à 350 000 € en 18 mois, donc c'est quand même significatif sur le territoire. Et ça permet aussi
de s'engager à 3. C'est-à-dire que l'association, qui n'a pas toujours des moyens pour communiquer, nous aide, on s'entraide pour faire les flyers, pour être visible sur les réseaux sociaux. L'entreprise, souvent aussi, ça la valorise. Et nous, on met en avant aussi cet outil qui est assez formidable et qui est complètement innovant et qui est très simple d'explication. Donc Alors derrière, ça, c'est une initiative de l'Ouest. c'est Elle une pourrait, initiative de elle Peggo. pourrait faire école au niveau national. Ah peut-être, ça y est, vous avez vendu piquez-nous le l'idée. concept. Ouais. Non, mais complètement. L'idée, c'est que c'est l'impact. Donc là, l'impact, il est très concret. Et Il donc est derrière, mesurable. Il est mesurable. Alors, de- c'est quand même une vraie difficulté parce qu'il est mesurable en euros. Mais derrière, quel est l'impact concret sur le territoire? Quand, par exemple, on finance un chien pour aveugle, c'est 15 000 euros. Sauf que c'est pour une personne. Donc, quel est l'impact là-dessus? C'est difficile à dire. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est notre sujet de 2022, de la mesure d'impact et de notre empreinte sur le territoire. Alors, on arrive presque au terme de cette conférence. On s'était dit, avant de commencer, qu'on allait être tous passionnés par le sujet et qu'on n'aurait sans doute pas assez des 45 minutes qui nous étaient allouées. Alors, pour terminer, peut-être avec une ambition, une envie, un rendez-vous, je vous donne la parole à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne ou que l'on fasse avec vous, peut-être dans les mois qui viennent, dans cette logique de développer une RSE efficace, constructive et concrète et réelle? Allez-y. Ok. prendre le temps qu'il Alors faut. moi j'aurais une conviction assez forte et elle vient d'être illustrée, donc merci encore pour ça. C'est de donner la parole et d'engager les équipes parce que c'est de eux que vont venir les initiatives, le changement. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il faut arriver à le capter, il faut arriver à le structurer, il faut arriver à le faire monter, il faut arriver à le rendre visible, il faut arriver à avoir confiance aussi pour faire en sorte que les équipes fassent. Mais à la fin de la journée, c'est eux qui vont faire. Et toutes l'expérience que nous on a, c'est que toutes les initiatives qui vraiment portent leurs fruits, je vais prendre le bas carbone qu'on est en train de développer à la Gacilly, donc un écosystème bas carbone, ça vient des équipes là. C'est personne au siège autour d'une table qui a dit ça serait bien. Donc c'est les équipes qui s'en emparent. Et ça on le voit tout le temps. Donc c'est vraiment. Écoutez vos équipes, c'est ça le message. Oui. Les écouter, mais aussi leur donner le moyen. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais elles le demandent. Je finirai juste là-dessus une seconde. On fait une étude d'engagement chaque année des collaborateurs avec différents items, vous connaissez ça, qui disent la rémunération, les conditions de travail, l'image, etc., etc. Et on en a fait une là, après la société à mission, le passage société à mission. On pensait que les résultats ne seraient pas très bons parce que le Covid, etc., quand même difficile la période à laquelle on a passé. Finalement, ils ont été meilleurs que jamais. Ces résultats-là, parce que les gens se sentent impliqués. Donc après cette première approche de je change mes statuts, je dis à tout le monde on est société à mission, etc., donc assez descendant finalement, les gens à travers cette étude s'en emparent et du coup posent des questions, parce qu'il y a des endroits libres aussi où c'est pas que répondre oui, non, je suis content, pas content. Maintenant qu'on est ça, pourquoi ça? Maintenant qu'on est ça, pourquoi on pourrait aller plus vite là-dessus, etc., etc. Moi j'ai une idée là-dessus, etc., etc. Donc je pense que le levier de transformation le plus fort, c'est eux, et il faut arriver à le faire émerger. Merci pour ce message. Laurent, droite de la Banque Postale. Moi j'ai une conviction, on a pas mal parlé de finances durables, et je pense que les banques... elles ne feront pas la transition à la place des entreprises, elles ne feront pas la transition à la place des entrepreneurs. En revanche, elles ont un rôle de catalyseur. Elles ont un rôle de catalyseur qui est énorme parce qu'elles captent des flux et puis elles les redistribuent dans l'économie réelle. Et ça me paraît être essentiel. Et donc, voilà, nous, on est présents sur ces sujets, on est prêt à accompagner, on le fait déjà, sur le territoire, comme sur le reste de la France. Et donc, voilà, je pense que c'est un sujet d'avenir sur lequel on peut aller vous trouver pour vous soumettre des projets concrets à impact. Tout à fait. D'accord, c'est noté. Frédéric, avec le réseau. Alors, avec le réseau Produit en Bretagne, un souhait, celui de l'ouverture, en fait, de l'ouverture aux autres dispositifs, à aller chercher ensemble de la complémentarité, et alimenter nos entreprises avec des dispositifs, des solutions, de l'échange, pour pouvoir s'inscrire dans la durée et bien alimenter notre démarche d'amélioration continue. Pas d'entre-soi, de l'ouverture. Pas d'entre-soi, de l'ouverture. Voilà. Merci beaucoup. Laetitia. Mais je vais rebondir parce qu'effectivement, moi, ma conviction, c'est que tout ce champ de l'intérêt général, associatif, on peut mettre aussi l'ESS, pour moi, c'est déjà un peu une figure, ou en tout cas des traits du monde de demain.
Et donc, mon souhait, c'est effectivement que nous, entreprises, et donc une fondation d'entreprise, elle a peut-être aussi cette vocation, c'est de lever le voile et de donner à voir voilà, ce monde qui vient et qui, de mon point de vue, est vraiment voilà, dit des choses de la façon dont on vivra demain, dont on pourra construire et créer de la valeur demain, parce que ça crée plein de valeurs et autrement, et encore une fois, d'eux et par le lien. Et donc voilà, ma conviction, c'est celle-là, c'est regardons et travaillons ensemble et partageons. On en reparlera ensemble. On termine avec vous, Alexandre. Moi, il y a 2 mots. Alors, ça va être très court. C'est donner du sens et ensemble. Et c'est pour ça que la RSE, moi, je dis que ça veut dire redonnons du sens ensemble. C'est une bonne version de l'acronyme. On va la garder. Merci vraiment à tous les 5. Je crois qu'on peut chaleureusement vous applaudir. Merci pour votre écoute. Voilà, ce sont des moments qui font du bien au FEB aussi, des échanges de cette qualité. Très bon après-midi à vous, bon déjeuner. Vous avez le programme, d'autres rendez-vous dès 14h dans les différents espaces du Palais du Grand Large. Moi, je vous donne rendez-vous à 14h. On va parler énergie, mais il y a d'autres propositions. À tout à l'heure.